Nous croyons regarder la nature et c'est la nature qui nous regarde et nous imprègne. Christian Charrière. Le monde qui nous entoure fait en sorte que la beauté de nos montagnes ne trouve pas d'écho dans l'existence quotidienne. Hermann Buhl, alpiniste. Dans cet épisode un peu particulier sur Petit Souffle, on voulait te partager nos retours sur l'itinéraire de la route des Grandes Alpes. Bien plus qu'un sujet pratique, un carnet de voyage, un journal de bord. Enregistré tout au long de notre semaine, à travers nos réflexions et nos bivouacs. 700 km en partant de Thonon-les-Bains. Petit Souffle prend de l'altitude et ça fait vraiment du bien. J'ai hâte de te parler dans un épisode consacré uniquement à ça, du monde du bivouac, enfin de l'expérience de faire du bivouac, parce que c'est vraiment un repos extraordinaire. Parce que je t'avais fait un épisode sur la fatigue mentale, fatigue physique, et les différents types de repos qu'on pouvait prendre. Et c'est vrai que mettre une différence dans les fatigues, en faisant une sorte de classification un petit peu basique entre le physique et le mental, parfois ça peut être un petit peu trop simplifié peut-être. Et c'est pour ça que j'aimerais te faire un épisode consacré uniquement à cette expérience du bivouac. Donc de partir et de camper en pleine nature. Parce que c'est l'une des expériences que je trouve qui permet le plus de se ressourcer. Et même si on fatigue, parce que c'est pas si facile de dormir comme ça dehors, de bien se reposer. Il y a vraiment un vide qu'on se fait dans la tête. Et là je te parle depuis le Cormet du Roseland. C'est à peu près à 2100 mètres d'altitude, en tout cas à l'endroit où on est. En plein dans les Alpes. Et avec un ami qui s'appelle Thomas, on s'est lancé dans un road trip d'à peu près 700 km. Un road trip qui part de Thonon-les-Bains, à côté du lac Léman, pour finir sur la côte méditerranéenne, avec un passage par Menton et une sorte d'arrivée officielle à Nice. 700 km, la route des Grandes Alpes. C'est 18 cols en tout. Parmi les plus mythiques, on va dire, des Alpes. Et c'est une expérience qu'on voulait se faire, une expérience donc de bivouac, un joli road trip en voiture, nous qui aimons bien rouler comme ça sur des routes sympas. Et là, on vient de se lever. Je t'avais fait une sorte de petite introduction la veille, hier soir, mais la fatigue commençait à se faire vraiment sentir. On s'était installé et là, là je te parle depuis un cadre extraordinaire, je crois. Il n'y a pas plus beau, en fait, tout simplement. On a la plus belle des chambres, la plus belle des vues. Les plus belles couleurs, on a de la chance, il fait plutôt beau, là. Et je vais éviter de trop perdre de temps, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais en gros, cet épisode va être consacré à une sorte de carnet de bord, carnet de voyage, de toute cette petite semaine, qui va durer à peu près 5 jours, 4 jours. Et voilà, donc là je vais aller rejoindre Thomas pour qu'il puisse participer et contribuer à cet épisode. Et on va pouvoir te raconter déjà cette première étape qu'on a fait, donc de Thonon-les-Bains jusqu'ici, jusqu'au Cormet du Roseland. Et voilà, je vais aller le rejoindre. Il est à côté de la tente, là on vient de prendre un petit déj avec un magnifique soleil et un ciel bleu extraordinaire, ce qui n'était pas le cas cette nuit. Thomas, cette expérience, le bivouac, pourquoi on fait ça pour toi ? Parce que j'essayais d'expliquer que d'un point de vue, je parlais de la fatigue la dernière fois comme étant quelque chose d'assez séparé entre fatigue physique, fatigue mentale, mais on voit avec le bivouac que on se fatigue à la fois physiquement et mentalement, mais pourtant on se ressource. Et ça, c'est quand même le meilleur des repos d'une certaine manière, parce qu'on fatigue certaines choses sur nous, mais on se ressource et on fait un grand vide dans notre tête, non, tu trouves pas ? De toute façon, on se met à un rythme qui est complètement naturel. Donc tu suis le soleil, tu te couches à l'heure à laquelle il se couche, tu te lèves à l'heure à laquelle il se lève. Au final, ça te fait pas des nuits trop courtes, ça te fait pas des nuits trop longues non plus qui te servent à rien et qui parfois te fatiguent plus qu'autre chose, qui t'endorment pour la journée. Donc franchement, on est bien, on suit un bon rythme qui te vide, parce qu'il y a rien d'autre à quoi penser à part ce que tu vois
Mais oui, c'est vrai que là, j'ai oublié de préciser, mais là, l'endroit où on n'a absolument aucun réseau. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. C'est quelque chose sur le coup qui peut faire peur aussi, parce qu'on pourrait se dire, c'est assez inconscient d'aller bivouaquer à un endroit où on n'a pas forcément de réseau. Mais je pense que c'est surtout dans notre tête, c'est on retrouve plus ce qu'on a dans notre zone de confort, et ça, sur le coup, ça peut être compliqué. Même si on recherche ça, ça peut être compliqué. Là, par exemple, un truc assez anodin, mais juste pour regarder la météo. Du coup, on savait pas. Mais est-ce que c'était pas le mieux qu'on ne sache pas qu'aujourd'hui il allait faire magnifique, alors qu'hier soir il faisait assez nuageux, quoi. Et carrément, et puis l'avantage de passer par la route des Grandes Alpes, enfin de commencer par un bivouac, semi-bivouac parce qu'on est en voiture, c'est que ça permet de se détacher plus doucement pour ceux qui ont peur, par exemple, qui auraient peur. Nous, on a choisi ça plutôt par rapport à l'avantage d'être en voiture. Nous, on aime rouler et profiter des deux en même temps, de l'aspect bivouac, nature, et en même temps de l'aspect voiture. Après, ça permet aussi de se détacher plus doucement pour ceux qui ont peur, parce qu'il y a la sécurité, la route n'est pas loin, la voiture n'est pas loin, toujours pas loin, mais sans pour autant être juste à côté. On est facilement coupé du reste du monde en prenant la tente et en allant plus haut dans les hauteurs, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, vu où on a mis la voiture, on peut pas partir en urgence non plus. On essaie un petit peu de la rapprocher. On a pris un chemin en fait qui était assez sur la fin, assez rocailleux et difficile pour progresser, quoi. Mais ouais, c'est vrai que on est à la fois loin de tout, et en même temps, voilà, on n'est pas là en randonnée. On a la voiture pas loin et la civilisation pas très loin, on va dire. Voilà, ouais. Mais bon, pour continuer, du coup, l'objet de cet épisode, c'est quand même de parler, on va dire, surtout de la route des Grandes Alpes et de ce qu'on en retient un petit peu au quotidien, qu'on essaie un petit peu de parler chaque jour, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu d'intéressant, de ce qu'on a vu qui pourrait ne pas forcément être connu. Et là, donc hier, on est parti de Thonon-les-Bains, au lac Léman. On est parti donc jusqu'ici, jusqu'au Cormet du Roseland. On a fait quoi, dans les 80 km, un truc comme ça? Je pense que sur la route des Grandes Alpes, on a bien fait 100... Ouais, entre 80 et 100 km Ouais. déjà. 80-100 km, avec en gros 3 cols. Ici, le Cormet, qui est un col, du coup, qui est un col à 1968 mètres. Et on a fait quoi d'autre? On a fait les Aravis. On a commencé par le col de la Colombière, qui est un col assez typique quand même. Ouais, il est assez connu. Et bah, ici, le Cormet, c'est intéressant parce que ça fait vraiment, on va dire, d'une certaine manière, assez haute montagne. La Colombière, col de la Colombière, c'est vraiment, pour moi, c'est même pas forcément le col alpin, c'est le col assez pyrénéen. Parce qu'il fait il est assez bas, il est à 1600 mètres. Il fait vraiment assez, comment dire, assez intime, assez petit, et tout en étant assez bas en montagne. C'est pas un paysage grandiose tout autour, mais il y a cette petite ambiance déjà assez chaleureuse, il y a pas mal de voitures, il y a 2-3 restaurants sur le côté. Et ouais, moi c'est celui sur le coup que j'ai préféré, ou en tout cas ça a été le premier, donc forcément, tu te dis on est en montagne, c'est bon. Ce col-là, il nous a fait un peu basculer, complètement basculer depuis un paysage plus ou moins urbain, en passant de Thonon et commençant la route des Grandes Alpes, où c'était pas très alpin. Il y avait une belle forêt, la rivière à côté, je sais plus son nom, c'était là. On a passé la Drance. La Drance, voilà, ouais, c'est ça. Tout début. La Drance, avec une couleur magnifique, mais une fois qu'on a passé le col de la Colombière, c'était carrément un paysage alpin qui était beaucoup plus joli à regarder. Enfin, pas beaucoup plus joli, mais qui était complètement différent plutôt. Beaucoup plus abrupt et... Ouais, on était vraiment sur les Grandes Alpes, quoi. C'était parti, quoi. C'est un petit peu le deuxième départ du truc, ouais. Et alors quoi d'autre? On a passé le Cormet du Roseland, ça se trouve sur les hauteurs du lac du Roseland, de Roseland plutôt. On s'y est arrêté au début, on voulait dormir dans ces coins-là. Alors il faut savoir quelque chose si jamais vous passez dans le coin. Nous c'est ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu ressentir. Alors peut-être que chaque jour c'est différent, mais c'est très humide. C'est une zone qui est très humide. On est dans des endroits qui sont presque marécageux, bizarrement. Alors il n'y a plus du tout d'arbres, hein, mais c'est des sortes de prairies assez marécageuses. En tout cas, il y a énormément de ruisseaux et c'est très humide, quoi. Et le lac qui se trouve en contrebas il est aussi une zone très humide. Et je pense qu'on a bien fait de ne pas y dormir.
Et là du coup, donc au début on voulait enregistrer cet épisode, le début de cet épisode hier soir en arrivant. On était assez fatigués, on a tout fini entre les photos et le fait de se poser, manger tout ça vers 22h, on était déjà assez fatigués. Mais en gros aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a du coup comme seconde étape, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on kiffe, il y a le soleil qui nous tape dessus. C'est vrai qu'on va pas partir tout de suite, on va essayer de faire du sport. Il nous réchauffe, c'est magnifique. Ah, il fallait bien, Sèche, parce que sèche au soleil. la condensation là, d'ailleurs si vous avez des lunettes comme moi, c'est pas forcément une bonne idée, faut attendre à peu près 1 heure avant que la condensation... Ne soyez pas myope. Faut pas être myope, ouais, voilà. Et ouais, non, aujourd'hui, donc on va partir d'ici, on souhaite à peu près dormir, alors quoi, après Briançon? Vers le col de l'Isoire, plus ou moins, entre Qui Briançon et Barcelonnette. C'est sur la route qui longe celle de la nationale qui part de Briançon. Nous, on va monter du coup c'est une départementale qui va au col de l'Isoire et on va avoir un point de vue magnifique. En espérant qu'il n'y ait pas de nuages pour pouvoir voir le plus loin possible. Ouais, c'est ça aussi, on espère avoir une bonne météo. Et ce que je te propose du coup, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour pouvoir t'expliquer tout ça. A priori, il y aura quelques endroits assez intéressants à visiter, à observer. Thomas m'a parlé d'une sorte de fort, de château, voilà, a priori qui s'appelle du coup La redoute Marie-Thérèse, donc pas loin de Valseny en contrebas, sur la vallée qui redescend vers Modane. Donc avec un énorme gouffre entre la route et la redoute. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve soit ce soir si on a encore la forme, soit directement demain matin. Et on t'explique du coup cette deuxième étape en passant par l'Iseran, l'Isoire, Coq du Galibier, Val d'Isère et tous ces coins. Voilà. C'est exactement ça, c'est fin du jour 2 en plus. Ouais. Fin du jour 2, fin de l'étape du jour. C'est bon, on vient d'arriver au col de l'Isoire. Un petit peu plus haut qu'hier, du coup, on est à 2360 mètres à peu près. Alors que hier, on était aux alentours de 2100 avec notre bivouac. Et sinon, au niveau du col, on était aux alentours de 1960. Voilà, on vient d'arriver et on est posé à un endroit qui est différent d'hier, mais qui est tout aussi agréable, voire peut-être plus agréable. Peut-être que Thomas, toi tu veux dire quelque chose pour expliquer un petit peu où on est. La notion d'agréable. Déjà on est au col de l'Isoire. On est un peu en dessous du col de l'Isoire parce que c'est compliqué de dormir sur ce col étant donné que c'est une bascule un peu rocailleuse. On s'est positionné avant en venant de Briançon. Il y a beaucoup d'endroits sympas avec des prairies. Il faut juste essayer de trouver un endroit sans cailloux, ce qui n'est pas le plus facile, mais... Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus facile. Ça devrait pas prendre trop de temps. L'avantage de ce coin-là par rapport à celui d'hier soir, c'est que c'est sec. On n'a aussi pas de nuages. Pour l'instant, ça a l'air cool, à part les cailloux qui sont par terre. Ouais, c'est vrai que c'est assez rocailleux, comme on dit. C'est à la fois très... Alors là, en gros, on a la limite donc, des arbres, de la forêt et du côté un petit peu plus prairie. On a de l'herbe, mais il y a ce côté un petit peu chute de pierre venant du massif à côté. Et c'est vrai que pour pouvoir planter une tente comme on le fait, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu plus sec qui est très agréable, surtout si vous faites du bivouac ou si vous avez l'intention de faire du bivouac. Du coup, alors l'étape du jour, on est parti donc ce matin du Cormet de Roseland et aujourd'hui au Coq d'Isoire, ce soir au Coq d'Isoire, on a fait quoi? On a fait dans les au moins 100 km je pense. Et on s'attendait pas à vrai dire vraiment à une étape à la fois aussi longue et surtout aussi comment dire, un petit peu rude, surtout pour le moteur, parce que en gros c'est la portion de la route des Grandes Alpes qui est la plus haute en altitude. C'est les principaux cols, hein, c'est col du Galibier notamment, on va en reparler. Col d'Isoire ici et surtout le col d'Iseran qui est celui le plus haut d'Europe, qui culmine à 2700 mètres, ce qui est pas anodin pour un col. Et ouais, c'était un petit peu le plus rude. Je sais pas toi ce que t'en as pensé Thomas, mais moi j'ai trouvé que pour les cyclistes ça sera le plus compliqué si jamais ils se mettent sur la route des Grandes Alpes. Mais je la trouve un petit peu fatigante même si on en prend plein les yeux quoi. Surtout sur les changements parce que donc, comme tu l'as dit c'est une étape qui change énormément. On passe du nord des Alpes
enfin, la fin du nord des Alpes au début du sud, des Alpes du Sud, avec Briançon. Là, on a dépassé Briançon. Et c'est des paysages complètement différents. On était en hauteur, c'est comme je dis l'étape où il y a le plus de dénivelé, je suppose. Pour les cyclistes, c'est la plus compliquée. En tout cas, comparé à hier, parce qu'hier, c'est vrai que c'était assez plat. Les cols n'étaient pas non plus très très hauts, alors que là, vraiment, on monte haut, on redescend bas, on remonte haut. On a croisé quand même beaucoup de motards qui se font plaisir, et notamment sur cette étape-là, à voir pour demain. On a même pu se faire des potes motards, si je peux dire comme ça. C'était sympa de rouler avec eux. Ouais, c'est vrai, il y a ce côté-là, il y a ce côté... Ça, on s'y attendait pas trop, mais grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux notamment, il y a une certaine communauté RGA, on va dire, une communauté Route des Grandes Alpes, qui est assez active et qui permet voilà, de pouvoir rencontrer des personnes, se suivre sur des kilomètres et pouvoir, en haut des cols, comme ça, pouvoir un petit peu discuter ou se faire les photos. Et ça, c'est vraiment agréable. Si jamais vous êtes en moto, alors là, c'est vraiment parfait. Mais même en voiture comme nous, finalement, on peut quand même un petit peu profiter. Comme disait Thomas, il y a en suivant comme ça des gens. Alors, on a suivi beaucoup de motos, forcément. On a aussi suivi des belles voitures, des belles petites Porsche 911 Targa, par exemple, des années 60. C'était assez sympa. Des Bentley, c'est vrai, sur l'Isran. Des anciennes Bentley du 19e siècle. Ça c'est vraiment super. Et du coup, histoire de pouvoir un petit peu faire le bilan de cette journée, toi, quel est le col ou quelle est en tout cas la portion de route que tu as préférée, on va dire celle qui t'a le plus surpris ou en tout cas que tu as le plus aimé? C'est compliqué. C'était impressionnant par la hauteur, le col de l'Isran. Après, niveau route, c'est pas forcément cette route-là que j'ai préférée, c'est je pense aussi celle du Galibier. La montée était quand même énorme, avec de chaque côté le vide, c'était impressionnant. La redescente aussi. Et puis en haut, c'était magnifique, le panorama. Je trouve en fait que la montée de l'Isran, c'est vraiment un mur en fait. Alors c'est agréable à rouler, mais une fois sur le Galibier, on sent vraiment c'est beaucoup plus diversifié au niveau du paysage déjà. Il y a beaucoup plus de sortes de terrasses, de petits replis. Et la montée fait beaucoup moins peut-être verticale. Et moi, je l'ai vraiment aimé. Les paysages tout autour, c'est extraordinaire. Et je m'attendais pas à ça du tout. Et ça promet vraiment par rapport au... Moi, le premier, ça restera pour moi le Cormet du Roseland. Je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé vraiment assez surprenant parce que c'est pas le col où on monte et une fois arrivé en haut, on redescend directement. Là-bas, c'est beaucoup plus une sorte de petit espace, de petit plateau en fait, entre guillemets. C'est ça, pas très populaire. Ouais, en plus pas très populaire, pas du tout construit et ouais, on se sent vraiment à la sauvage. Et ouais, pour finir après, voilà, ici l'Isoire, c'est beaucoup plus enclavé. En tout cas, le col fait beaucoup plus enclavé. Mais tout autour, finalement, en cherchant un petit peu, en marchant un petit peu, on peut trouver des endroits assez sympas. Et si jamais vous passez, que vous cherchez un endroit, il y a aussi le refuge du Napoléon qui se trouve juste à côté. Ça permet voilà, de pouvoir passer une nuit avec une vue assez extraordinaire, je pense. Et voilà, tout en haut d'un col, donc à plus de 2000 mètres. Et du coup, demain, ce qui nous attend, c'est le Mercantour, c'est ça? En tout cas, c'est les Alpes un petit peu plus du sud. Et moi, j'ai hâte de voir personnellement, parce que déjà sur la carte, en traçant, en tout cas en regardant l'itinéraire, j'avais comme un sentiment que déjà c'est des endroits que je connais beaucoup moins et qui seront certainement beaucoup moins habités, peut-être plus naturels, un petit peu moins le côté de la grosse montée, de la grosse descente comme on a pu le voir. Parce que mine de rien, l'étape d'aujourd'hui, il faut le savoir, hein, mais c'est certainement aussi l'étape où on est le plus dans des vallées. On passe bien sûr à 2 fois à plus de 2500 mètres, mais en même temps on est dans pas mal de vallées, que ce soit la vallée de Saint-Jean-de-Maurienne, Briançon. Il y a pas mal d'endroits où on passe par la ville. Et voilà. Et demain, je pense que ça sera des plus petites vallées, beaucoup plus en hauteur, sans être très haut en altitude. Et j'ai vraiment hâte de voir ça avant du coup après-demain où on arrivera du côté de Menton et sur la côte. Où est-ce qu'on dormira demain? On sait pas encore, on verra. Ouais, on improvisera. On improvisera, hein, comme d'habitude. On trouvera un petit truc sympa. Ouais, moi je vois ça un peu plus, un peu comme vision du sud. Enfin, je m'attends à une odeur particulière. Déjà, l'odeur du sud, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins. Quand on sent ça, on se dit ah ouais, là il y a quelque chose. Avec déjà des petites montagnes quand même très rocailleuses.
je m'imagine ça comme ça, mais donc beaucoup moins vallonné, comme tu dis, Adrien. Et par contre, plein de petits villages en pierre touristiques. Moi, je le vois comme ça, je sais pas, on verra demain comment c'est. On verra si c'est comme ça ou ça se trouve, je me trompe complètement. Non, certainement. On verra. Pas. Non, c'est vrai que ces petits villages là, bon, on n'est pas encore à Aise, le plus beau village de France. Selon certains, ce sera après-demain ça, sur la côte. Mais demain, il y aura certains petits villages qui devraient être sympas, ouais, ça devrait être sympa. Bon, on va dormir nous. Allez, on va dormir. Il fait plutôt bon quand même, il fait moins froid qu'hier, même si... Par contre, les moustiques, les gars, prévoyaient un truc. Parce que ouais, c'est vrai que là on est dans un endroit, et pourtant on a cherché à avoir de l'eau. Mais là, il y a quand même beaucoup de moustiques, alors que normalement c'est quand même beaucoup moins... généralement, les moustiques, bizarrement, ils sont plus proches de l'eau. Ouais. Enfin, des bois après, c'est parce qu'on est dans les bois aussi, on n'est pas trop loin des bois. C'est et vrai. les bois, bois égale moustique, quoi. Ouais, c'est vrai, donc on va essayer de faire attention et de pas ressortir avec une varicelle demain. Hein. Bon allez, en tout cas, on vous dit à demain et à tout de suite sur le podcast. Allez, ciao. Pour préparer la route des Grandes Alpes en bivouac, nous avions planifié avec Thomas des tronçons de route pour nous arrêter le soir. La tâche consistait à choisir un lieu qui soit intéressant pour y passer la nuit, tout en équilibrant la distance parcourue sur chacune de nos étapes. Cormet de Roseland le premier jour, Col d'Isoire le second, et pour l'étape du jour, un arrêt après Saint-Sauveur-sur-Tinée et les gorges du Talus. Finalement, la météo fut capricieuse passé 18h, nous obligeant à continuer sur l'itinéraire initialement prévu pour le lendemain. En plein milieu d'un brouillard plutôt épais, on a décidé de planter la tente en haut d'un col mythique, celui du Turini. Voilà, l'étape du jour est terminée. L'étape 3 vient de se finir. On est au col de Turini. C'était pas du tout prévu, à vrai dire, un petit peu comme la plupart des choses pendant cette étape 3. Comme tu as pu l'entendre, on est parti ce matin du col d'Isoire, un col qui était encore très alpin, n'empêche, et encore assez haut, on était à plus de 2000 mètres d'altitude. Et là, ce soir, on se retrouve à 1000 mètres de moins, dans un itinéraire qui aura été bien différent que celui qu'on pouvait un petit peu s'imaginer. Avec Thomas, on connaissait pas du tout. Et à vrai dire, on s'attendait peut-être un petit peu à autre chose. Et cette étape 3, moi, ce que je te propose, c'est qu'on en parle dès demain matin. Parce qu'on est arrivé un petit peu tard ce soir. On a dû un petit peu tourner pour trouver un endroit où pouvoir bivouaquer. Et la météo n'est pas vraiment avec nous, malgré le fait qu'il n'y ait absolument pas de vent et que la température soit peut-être plus agréable que ce qu'elle était à des altitudes supérieures. On a un brouillard assez épais, une situation un petit peu particulière. Et on va se poser, et moi ce que je te propose, c'est que dès demain, dès tout à l'heure, on discute de cette étape 3, des intérêts qu'elle a quand on est en voiture, en moto, en vélo, ou qu'on vient par exemple pour le tourisme. On va parler du col de la Cayolle, de l'itinéraire bis, on va dire, de la route la plus haute d'Europe. Et voilà, on va parler de tout ça sur l'itinéraire de la route des Grandes Alpes. Et moi, je te dis à demain. Thomas, cette étape 3, si tu devais la définir en un mot, tu dirais quoi ? Changement. Ok. On se dit à demain ? Allez, à demain. Voilà, je pense que une nuit ça fait du bien pour pouvoir parler, et par rapport à l'étape 3 d'hier, c'était une bonne idée d'enregistrer le matin, je pense. On est toujours du coup au col de Turini. C'était pas prévu d'en arriver jusqu'ici, même si c'est plutôt pas mal pour pouvoir aujourd'hui, sur ce 4e et dernier jour, pouvoir relier la côte assez rapidement ce matin et pouvoir rentrer cet après-midi chez nous. Moi ce que je te propose, Thomas, c'est qu'on essaye de se faire un petit récapitulatif du coup de l'étape d'hier, qui a été encore une fois, comme je le disais hier, du coup assez longue et plus longue que ce qu'on attendait. Ça a été notamment le cas par rapport à la météo, à l'endroit où on voulait se poser. Finalement, on est ici au col du Turini et voilà, on va essayer de voir du coup toute l'étape dans l'ordre, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense, pour tous les profils de ceux qui veulent faire la route des Grandes Alpes. Mais du coup, pour commencer sur cet itinéraire, je te propose que du coup on parte au début, du coup au col d'Isoire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces premiers kilomètres ? Le col de l'Isoire, c'est un beau changement quand même par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. C'est assez rocailleux, on se rapproche plus du sud,
ça se voit beaucoup dans le paysage. Sur la fin, ça se sent au niveau des odeurs, le pain, tout ça. La route est magnifique, assez étroite à certains endroits, mais avec une vue aussi bien sur les montagnes en hauteur que sur la rivière qui est au fond, c'est impressionnant. Et tous ces changements sont magnifiques. Ouais, je trouve que c'est vraiment ça. Et en fait, le col d'Izoard, ça marque une certaine frontière qu'on n'avait peut-être pas encore ressenti plus haut. Une frontière, du coup, avec ce paysage un petit peu plus maritime, un petit peu plus méditerranéen, du coup. Même si finalement, du coup, là, on va en parler, mais derrière le col d'Izoard, on descend, du coup, sur Guillestre. Et après Guillestre, on part sur le col de Var, qui lui reste alpin. On est à plus de 2000 mètres d'altitude encore. Mais cette descente du col d'Izoard marque vraiment une frontière où on voit apparaître ces premiers paysages méditerranéens. Et du coup, cette arrivée du coup, au bout de cette descente, on a Guillestre. Et à côté de Guillestre, il y a le Mont Dauphin. On y était allés tous les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup pour une personne qui passerait par là ? Pourquoi le Mont Dauphin est intéressant ? Le Mont Dauphin, je pense que ça vaut le détour parce que c'est un petit village comme on n'en voit pas souvent, donc encore fortifié. Les gens vivent dedans à la manière moderne comme tout le monde, dans un village qui respire bien le passé. Il y a un point de vue magnifique sur toute la vallée, sur Aiglier, sur la petite rivière. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est en altitude, quoi. En fait c'est une sorte de village fortifié du coup. Un petit peu en altitude qui domine toute la vallée et c'est un endroit assez paisible. Alors on n'y est pas allé là en juillet, on y était allé nous au mois d'avril et il y avait vraiment personne. Et parce que je pense que voilà, c'est pas forcément le truc le plus connu et c'est génial. Alors en plus il y a un truc assez spécial, c'est que les marmottes là-bas sont assez sociales. On avait pu comme ça en approcher, même en caresser, c'était assez fou. Voilà. Du coup, après le Mont Dauphin, Guillestre, on attaque le col de Var. Et là, du coup, c'est le retour, on va dire, d'un paysage alpin. Moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Je l'ai trouvé un petit peu à la manière du col de la Colombière, le premier col qu'on avait passé. Un petit peu plus pyrénéen, en tout cas un petit peu plus intime, on va dire. Et avec plusieurs rapaillants, c'est-à-dire que c'est pas un gros mur de montée, un col et une grosse descente. C'est beaucoup de sortes de petites plaines avec quelques étangs. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, la route est étroite et longue à monter en voiture. Pour les cyclistes, il y a moins de dénivelé que par exemple le col de l'Izoard, tous ces gros cols alpins. Mais la vallée est magnifique, on démarre au même niveau qu'une rivière d'un bleu magnifique. Et plus ça avance, plus on prend l'altitude par rapport à cette rivière qui reste au fond du canyon, avant d'arriver là-haut sur le col et d'attaquer la descente qui est elle aussi magnifique. Et après ça, du coup, col de Var, on redescend dans une vallée. Et cette vallée, c'est pour en fait déboucher sur Barcelonnette. Ça peut être intéressant de préciser si jamais vous avez besoin de ravitailler, ne serait-ce qu'en essence ou en nourriture. La route des Grandes Algues fait passer par Barcelonnette. Et c'est plutôt pas mal de faire son ravitaillement là-bas parce qu'après, on arrive dans le Mercantour. Et en passant par le col de la Cailleule. Et là, ce serait important de s'y attarder parce que c'est un col encore plus que le col de Var qui est beaucoup moins roulant, intéressant pour les cyclistes et encore. C'est vraiment le petit col avec une route très étroite où on devrait passer que dans un sens de circulation, mais malheureusement, c'est une route à deux sens, donc il faut faire bien attention. C'est une bonne expérience pour voir un petit peu ce que c'est que le parc naturel du Mercantour. On y passe un petit peu, on le traverse en fait. Par contre, il y avait une alternative au col de la Cailleule qui s'appelle le col de la Bonnette. C'est la route la plus haute d'Europe. Et nous, on ne l'a pas fait, mais on a voulu poser la question à quelques personnes de la communauté de la route des Grandes Alpes pour savoir pourquoi certains prenaient cette route, pourquoi certains prenaient le col de la Bonnette et qu'est-ce qui revient du coup en fait, qu'est-ce qu'on a vu La plupart des retours, c'était sur le fait que c'est beaucoup plus roulant que la Cailleule, le col de la Bonnette. Après, c'est un autre type de paysage, c'est un autre type de plaisir.
à tester. Vu qu'on l'a pas fait, c'est compliqué d'en parler. Ouais, je pense que c'est réservé par exemple aux nostalgiques des cols assez alpins, parce que c'est vrai que nous, alors la Cayolle c'est assez haut, hein, mais on est dans une vallée et la montée se fait à moins de 1000 mètres d'altitude. Et la Bonnette doit certainement être du coup beaucoup plus haute. On est je crois aux alentours de 2008 à un moment donné, non peut-être un petit peu moins, je sais plus. En tout cas à plus de 2000 mètres et voilà, certainement plus rocailleux pour ceux qui ont envie de prolonger le plaisir alpin, ça peut être intéressant. Et ça peut être d'autant plus intéressant que après nous le col de la Cayolle, on est arrivé dans une vallée. Et cette vallée, cette toute petite vallée, c'est les gorges du Daluy. Et alors il y a une spécificité avec ces gorges, c'est que la pierre est très rouge, presque même violette on pourrait dire. Et alors nous on n'avait pas un temps forcément très adéquat, surtout qu'on cherchait déjà à se rapprocher de l'endroit où on allait se poser pour la nuit. Mais c'est quand même très enclavé et nous on n'a pas forcément beaucoup aimé, en tout cas moi j'ai pas forcément beaucoup aimé. Toi qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, il y avait une drôle d'ambiance dans ces gorges. C'était sympa parce que ça changeait énormément, même les paysages des montagnes étaient complètement différents. C'était un gros changement, on n'avait jamais vu ce type de paysage avant depuis le début de notre voyage. Ça faisait pas... on n'était vraiment pas habitués. Ça apportait un côté un peu étrange, un peu glauque parfois, mais il y avait d'autres facteurs qui ont joué sur ça, je pense notamment à la météo. La météo, on était entre brouillard et sur le bas on était en dessous des nuages, sur le haut on était un peu dans le brouillard. C'était particulier. Ouais, ça rajoutait une sensation d'enfermement un peu. Et puis on était surtout, je pense, aussi fatigué un peu après. Et puis mine de rien, on roule beaucoup. On roule beaucoup, ouais. Toute la journée, ça fatigue. En voiture, ça endort de... Et puis je pense qu'on avait cette impression de ne pas forcément avancer, parce que c'est vrai que mine de rien c'est assez lent, on passe de Guillaume jusqu'à pour aller direction Saint-Martin-de-Vésubie. C'est pas la porte à côté et en même temps on a cette impression de ne pas forcément avancer vu que la route est assez étroite, vu que c'est assez long et que c'est enclavé. Et cette sensation est un petit peu parfois désagréable, surtout quand le paysage n'est pas forcément celui qu'on préfère. Après ça peut plaire à beaucoup, hein. Moi je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, mais c'est que c'est une route assez intéressante, un itinéraire assez intéressant pour pouvoir visiter des villages. Parce que pour le coup, alors ils sont en général un petit peu plus hauts que la route, ils surplombent un petit peu la vallée et la route, mais il y a des villages extraordinaires. Je pense que c'est un petit peu à comparer avec le village d'Aise qu'on va faire aujourd'hui, sur la côte méditerranéenne. Et voilà, par exemple le village du coup de la Bolène-Vésubie, qui est juste avant le col de Turigny, c'est un magnifique village, en tout cas il avait l'air, et qui surplombe comme ça, et ça peut être intéressant en fait sur cet itinéraire de pouvoir s'attarder sur un côté peut-être un petit peu plus tourisme en se posant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins se réserver un itinéraire qui soit pas trop long dans la journée pour pouvoir en profiter, parce que sinon c'est plus une tâche qu'autre chose, quoi. Et voilà. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Du coup on a presque fini la route des Grandes Alpes. On a presque fini. Après je pense qu'il va y avoir encore du temps de route pour arriver jusqu'à la côte, parce que c'est comme ce qu'on a fait hier après-midi. Il n'y a pas tant de bornes que ça, mais on roule pas vite. C'est du 60 de moyenne à mon avis, 60-65, un peu plus. Vu que c'est des petites routes, on roule pas vite. Donc là va quand même falloir rouler un petit peu, profiter des paysages qui nous restent, le sud du Mercantour, avant d'arriver à Menton. On va sûrement profiter un peu de la mer et tout aussi là-bas, parce que ça va être magnifique. On va passer à Aise. Aise, j'ai hâte de voir ça aussi. Apparemment le plus beau village de France, c'est ça ? Ouais, en tout cas une année il avait été élu le plus beau village de France. Okay. Je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais il a l'air assez sympa, ça surplombe du coup la Méditerranée. Ouais. Il a l'air d'avoir de jolies couleurs. Ouais, et hâte d'arriver et de voir... Encore un nouveau changement. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore... on aura une dernière carte postale certainement en arrivant sur la côte avec maintenant ces Alpes méditerranéennes. Et on en aura fini du coup avec ce road trip de plus de 700 km de la route des Grandes Alpes. Du coup, alors certainement cet épisode du coup se finira sur une voix off pour expliquer la fin de ce road trip. Et voilà, mais en tout cas, toi d'une façon générale... Qu'est-ce que tu en as pensé de ce road trip et
Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé d'une manière générale? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça? Ce que j'ai énormément aimé, c'était les changements, la diversité des paysages. C'était juste impressionnant. Et le fait de se retrouver seul aussi dans la montagne. Parfois, on redescend sur des villes. C'est sympa, enfin c'est pratique, on va dire, pour faire le plein. Mais c'est bien moins agréable que de rouler sur les routes de montagne et profiter des paysages. Ok, ouais. Moi, je pense que c'est un petit peu la même chose que toi, c'est cette diversité qui est géniale, quoi, parce que c'est une bonne initiation peut-être à ce que sont les Alpes. Du coup, ça plaira énormément aux étrangers. Les Alpes françaises, en tout cas. Oui, les Alpes françaises, bien sûr. Ça plaira énormément aux étrangers, et pour ceux qui habitent en France, peut-être qui ne connaîtraient pas d'une façon générale les Alpes, mais surtout pour les rouleurs, quoi, en fait, pour ceux qui ont envie de se balader. Alors en moto, c'est parfait. En voiture, c'est super intéressant aussi. Et pour les plus sportifs d'entre nous, en vélo, ça doit se tenter. Je pense qu'à la fin, t'as plus vraiment de jambes. Mais ça doit se faire. Ça dépend à quelle vitesse t'avances, quoi. Ouais, voilà, ça dépend sur combien de jours. En tout cas, voilà. Nous, on l'aura fait sur 3 gros jours, plus un 4e, on va dire, pour pouvoir finir le road trip et rentrer. Ça doit certainement pas se faire sur 2 jours. Enfin, disons que c'est assez compliqué, il faut vraiment charger ses journées de kilomètres. On profite pas forcément, je pense, sur 2 jours. C'est ça, et ça doit être plus ennuyant qu'autre chose que de rouler toute la journée. Autant s'arrêter, profiter. Ouais, c'est ça, quoi. Si le temps est compté. Prendre le temps, par exemple, de prendre sa douche dans une rivière à 0 degré. Ouais, voilà. Franchement, c'est, je pense, un des trucs que j'ai le plus aimé. Ouais. C'est vrai que nous, on l'a fait en bivouac. Tu pourras retrouver un épisode entièrement consacré au bivouac sur ce podcast. Mais c'était super de pouvoir comme ça profiter des richesses de la nature. Ouais. Mais moi j'aurais une dernière chose à dire par rapport à ceux qui le feraient autre qu'en été. Faut se rappeler que la montagne ça a du relief et le jour peut se coucher assez tôt. Déjà nous ici il faut compter 1 heure de moins en général sur le véritable coucher du soleil, parce qu'avec la montagne ça fait vite, la nuit arrive assez vite, on va dire. En tout cas, si vous faites ça autre qu'en été, faites bien attention à bien découper vos itinéraires un minimum. Et puis si vous le faites autre qu'en été, à mon avis, vous pourrez pas parce que les écoles seront fermées. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que par exemple en septembre, octobre, où ça commence déjà les jours commencent à bien baisser. Même fin d'été, fin août. Ouais, faut bien penser à ça, même si de toute façon il n'y a pas beaucoup de danger. Et voilà, je te laisse là-dessus, on te laisse là-dessus, et nous en tout cas, on te recommande ce road trip de la route des Grandes Alpes avec sa communauté, ses motards, et bien sûr, ses mon cyclistes. C'est vraiment du lourd. Allez, on plie la tente et on reprend la route.